Rien d'autre que la glace, des rochers et le vent. Mais cela suffit à composer un des paysages les plus grandioses au monde. Dans le sud de la cordillère des Andes chiliennes, quelques pics sauvages semblent veiller sur un lieu préservé, le parc national de Torres del Paine. Le parc est enseveli sous la neige une grande partie de l'année, et la plupart des familiers des lieux ne reviennent ici qu'au printemps, cygne à col noir ou flamant rose. Les habitants permanents de la montagne, ce sont les guanacos aux pieds agiles, ou encore les condors, inlassables guetteurs. Mais les vrais seigneurs des Andes, ce sont ces créatures furtives, si promptes à tuer et à s'esquiver, que les Incas ont appelé Puma, le puissant, l'invincible. La lutte pour la vie oppose ici deux remarquables adversaires. D'un côté les guanacos, difficiles à surprendre et infatigables coureurs. De l'autre les pumas, formidables chasseurs, si habiles à se rendre invisibles. On considère presque impossible de filmer des pumas de près, tellement ils sont secrets et insaisissables. Cet homme, Hugh Miles, a décidé de relever le défi. Il a passé 2 ans dans cette montagne sauvage à découvrir leurs habitudes, leurs cachettes. Et il a fini par gagner la confiance d'un de ces animaux mythiques que les légendes indiennes appellent les fantômes dorés. Du ciel, on aperçoit très bien la longue chaîne montagneuse qui borde le continent américain depuis l'Alaska au nord jusqu'à la Patagonie tout au sud. C'est le domaine du lion des montagnes, du puma, jadis répandu dans toute l'Amérique, mais peu à peu refoulé dans les territoires les plus reculés comme la réserve de Torres del Paine au Chili. La Patagonie a la réputation bien établie d'être un des lieux les plus inhospitaliers au monde. Une réputation justifiée par la violence des orages et les températures extrêmes qui accablent cette région. Les responsables de la réserve savent que quelques pumas vivent sur ce territoire. Combien précisément, on l'ignore. Les pumas ne se laissent jamais approcher, avait-il dit à Hugh Miles. Tous les experts m'avaient mis en garde. Vous perdez votre temps. Des traces dans la neige, c'est à peu près tout ce que vous pourrez voir. Mais j'aime les défis impossibles. Ce guanaco a l'air inquiet. Il y a de quoi. Sur cette colline là-bas, il y a 2 pumas. Un grand et un petit. Peut-être une mère et son rejeton. Je vais essayer de me rapprocher. Ses oreilles à plat prouvent qu'il est sur ses gardes.
Ça va être délicat. L'animal est resté immobile, aux aguets, jusqu'à la tombée de la nuit. Puis il a disparu. Mais Hugues est patient. Il sait que son entreprise peut lui demander des mois, et il a décidé de s'installer ici aussi longtemps qu'il le faudra. Heureusement pour lui, les animaux de la montagne ne sont pas tous aussi difficiles à apprivoiser que les pumas. Il m'a fallu moins de 2 semaines pour me faire un copain de ce gentil renard gris. Peut-être que j'arriverai un jour à gagner de la même façon la confiance d'un puma. Hugues a trouvé un partenaire pour l'accompagner dans cette aventure. Donaldo McKeever, un vieil ami argentin. Nous avions décidé avec Donaldo de commencer nos recherches par un territoire où il n'y avait pas très longtemps des traces avaient été relevées, sur les rives du lac Sarmiento, un lac aussi vaste qu'une mer intérieure. Sa côte est creusée de nombreuses grottes, des abris idéaux pour ces animaux solitaires. Un puma en maraude a plus de chances d'emprunter le rivage. C'est là que j'ai décidé de m'installer avec ma caméra. Donaldo, lui, fera le guet sur une hauteur. Rien d'autre à faire qu'à attendre. 3 jours de guet avant d'apercevoir un puma avançant dans notre direction. Hello, do you copy? Yes, go ahead. There's one coming around the coast now. It's looking pretty nervous. Should be about 3 minutes. Okay, thanks, Tom. L'animal est sur ses gardes, tendu. Il a sans doute deviné une présence inquiétante dans les buissons. C'est une femelle, je crois. Superbe. La chance est avec moi. Elle est entrée dans une grotte. Je sais où revenir pour l'habituer à moi. 2 jours plus tard, la voilà revenue à sa grotte. Dieu qu'elle n'a pas l'air commode. Si ses yeux pouvaient tuer. Les pumas ont une terrible réputation. Il y a peu de temps encore, 2 promeneurs ont été attaqués et mis à mort aux États-Unis. Mais tant que je ne la provoque pas, je ne risque rien. Elle a bien plus peur que moi, finalement. Même quand elle s'éloigne, ses oreilles m'épient. Oui, c'est sûrement une femelle. Sa tête est plus étroite que celle des mâles que j'ai observés. Ce qui est encourageant, c'est qu'elle ne se soit pas enfuie. Étape suivante pour Hugues, habituer le puma à sa présence. Pour cela, cesser de se dissimuler, s'exposer bien en évidence et sans bouger. Ça a pris des semaines, mais ça a fini par marcher. Enfin presque. Ces petits mouvements de queue montrent qu'elle n'est pas à l'aise. Surtout, éviter son regard. Le regard joue un grand rôle chez les félins. Et je dois détourner les yeux pour faire baisser la tension. Le gardien de la grotte. Voilà ce que je suis devenu. Je passe ici des heures sans savoir si elle y est ou pas. Les guanacos sont inquiets, à juste titre. La voilà. Elle passe tout près de moi, comme sans me voir. Mais la voilà qui se retourne, avec un regard tellement inquisiteur comme pour dire « Que me veut cet individu installé sur mon territoire ?» L'appel de la chasse est le plus fort. Et elle finit par choisir d'ignorer ma présence. La patience de Hugues a fini par payer.
Au bout de 3 mois et demi, Penny semblait avoir abandonné toute méfiance. Oui, je l'ai baptisée Penny, du nom d'une amie très chère. Je n'aime pas donner des noms aux animaux sauvages, mais elle m'était devenue si familière. Voir ce puma accepter de rester étendu à quelques mètres de moi, comme pour me faire comprendre qu'il me faisait confiance, c'est un des moments les plus forts de mon existence. Avec l'arrivée du printemps, les animaux reviennent nombreux. D'abord les oiseaux migrateurs, comme ces oies des hauts plateaux, qui se posent ici pour nidifier. Les nandous de Darwin, proches des autruches, se rencontrent jusqu'à 3 ou 4 000 mètres d'altitude. Mais le gibier le plus commun chassé par les pumas, ce sont les animaux à poil, et d'abord les lièvres. Introduits par les colons européens à la fin du XIXe siècle, ils ont prospéré et se sont multipliés sur les hauts plateaux. S'ils chassent volontiers le lièvre, les pumas préfèrent une autre proie, l'animal typique des Andes, le guanaco, ancêtre sauvage du lama. Lorsqu'à la fin du printemps vient le temps des accouplements, les mâles s'affrontent en de violents combats pour établir leur suprématie et revendiquer leur territoire. Ces affrontements ont beau être sans merci, les guanacos restent toujours sur leur garde. Et Penny, dans ses chasses, connaît bien souvent l'échec. Comme tous les prédateurs, les pumas s'attaquent de préférence aux proies les plus faibles, animaux malades ou petits et nouveau-nés. La meilleure défense des guanacos étant le nombre, l'époque de la reproduction voit se constituer de vastes troupeaux. Et la plupart des naissances ont lieu dans un laps de temps très bref, une quinzaine de jours à peine. La mise au monde elle-même doit être expéditive. Il importe que le nouveau-né soit au plus tôt sur ses pattes et prêt à fuir. Au sein du troupeau, les plus jeunes, en principe, sont en sécurité. Mais que l'un d'eux s'éloigne, même escorté par sa mère, et Penny n'est jamais loin, prête à tendre une embuscade. Jusque-là, je n'ai jamais pu filmer Penny en train de chasser. Dès qu'elle se sent observée, elle abandonne sa chasse. C'est la première fois qu'elle se décide à continuer, gardant quand même une oreille tendue vers moi, à l'écoute.
Entre guanaco et puma, les affrontements ressemblent à une forme subtile d'escrime. Œil acéré et art de l'esquive d'un côté, sens de la dissimulation et rapidité de l'attaque de l'autre. La plupart du temps, les guanacos s'en sortent indemnes. Les guanacos tiennent rarement compte des barrières dressées par les hommes en bordure du parc pour protéger leurs élevages de moutons. Et il arrive que les pumas les suivent. Attraper un guanaco n'est pas chose facile. Et les pumas affamés ne résistent pas à la tentation de s'offrir de temps en temps un mouton sans défense. Mais les ranchers ne l'entendent pas ainsi. Et malgré la protection légale dont bénéficient les pumas sur tout le territoire du Chili, ils n'hésitent pas à abattre les bêtes qui s'aventurent sur leur terre. Même revenu dans le parc, Penny n'est pas à l'abri. Une fois les chiens lâchés, la frontière de la réserve est souvent franchie sans vergogne. Après cet accrochage avec les chasseurs, Penny semblait s'être volatilisée. Pendant des jours entiers, nous avons scruté la côte. Rien. Et puis un matin sur le sable, des traces alarmantes. Les pas d'un puma et les sabots d'un cheval. Elle conduisait à une grotte, à l'entrée de laquelle quelques cartouches vides avaient été abandonnées sur le sol. Inquiet sur le sort de Penny, Hugues décide de demander de l'aide aux autorités de la réserve. 3 gardes chiliens du parc sont immédiatement envoyés sur place pour enquêter. Malheureusement, les premières constatations effectuées à l'intérieur de la grotte confirment le drame. Il y a des traces de sang importantes sur toutes les parois. D'évidence, un puma a été massacré dans cet endroit, et son corps vraisemblablement emporté hors de la réserve. Les ranchers n'hésitent pas en effet à engager des chasseurs professionnels qui touchent des primes importantes à la remise de la dépouille d'un puma abattu. Mais Hugues et Donaldo refuseront de croire que l'animal massacré soit Penny. Malgré l'hiver qui approche, ils continueront à surveiller les parages dans l'espoir de la voir reparaître. L'hiver est là. Pour les pumas, c'est une période de disette. La neige, en effet, chasse des hauts plateaux presque toutes les proies, et en particulier les guanacos. Lorsque vient l'hiver, la population de la réserve, environ 2000 bêtes, quitte en longue file les prairies enneigées pour aller chercher vers l'ouest des terrains de pâture plus favorables. Nous étions convaincus, Donaldo et moi, que si Penny était toujours vivante, elle reviendrait un jour ou l'autre à sa grotte. Et ce matin-là, nous avons découvert des traces sur la neige, les pas d'un puma. Le même soir, j'ai aperçu une ombre se glisser vers la grotte.
C'est bien Penny, apparemment en pleine forme. Ses habitudes de chasse n'ont pas changé. Elle sort de préférence le soir ou au petit jour. Et en hiver, ses proies se limitent pratiquement aux lièvres. Ces deux renards gris, bien qu'affamés, ne sont pas très inquiétants. Et Penny va s'amuser longtemps encore de sa victime, tandis que la nuit tombe. Dès le lever du jour, je suis revenu sur les lieux de sa chasse. La nuit a été fructueuse. Un cadavre de guanaco gît sur le sol et déjà les condors planent. Normalement, les pumas dissimulent leur proie sous des feuillages ou de la neige. Mais la neige a fondu. Et Penny doit rester près de sa victime pour empêcher les condors d'approcher. Sa présence ne suffit pas à dissuader les renards gris. En ces temps de disette, cette viande est bien trop tentante. Penny, curieusement, se contente de les observer. Est-elle surprise d'une telle audace ou sait-elle qu'un mouvement de sa part suffira à les faire fuir ? La fatigue de cette longue nuit de chasse semble tout d'un coup avoir raison d'elle. Elle abandonne sa proie pour se retirer dans sa grotte.
La carcasse est désormais à la merci des condors. Il ne leur faudra pas longtemps pour n'en laisser qu'un squelette. Cela signifie 3 jours de nourriture disparue et la nécessité pour Penny de chasser à nouveau la nuit prochaine. Chaque puma dispose d'un vaste territoire de chasse qu'il marque de son odeur, en se frottant contre des branches ou des rochers, ou en lâchant des jets d'urine le long des passages qu'il emprunte. Ces territoires sont vastes, jusqu'à 50 km², et parfois s'imbriquent avec un territoire voisin. Peut-être l'un de ses voisins mâles se fera-t-il bientôt connaître, et deviendra-t-il le partenaire avec qui elle s'accouplera. Quelques jours plus tard, posté comme d'habitude près de la grotte, j'ai été intrigué par un manège inhabituel. Elle reniflait chaque buisson, comme si elle avait senti le passage récent d'un congénère. Un mâle peut-être. Les pumas atteignent leur maturité sexuelle à 2 ou 3 ans. Si Penny est aussi jeune que je le pense, cette rencontre sera la première. Qu'elle était amusante à observer, cette jeune vierge timide et impatiente. Le voilà, le mâle. Il est bien au rendez-vous. Penny fait le premier pas, mais en prenant son temps. Il faut se faire désirer. C'est dans toutes les espèces la loi de la séduction. Le mâle, lui, semble complètement décontenancé. D'abord par une présence étrangère aussi près de sa promise, et surtout par sa décontraction à elle. Drôle de façon de le fêter. Décidément, ma présence le perturbe. Il n'osera pas avancer tant que je serai là. Mieux vaut laisser Penny jouer de ses charmes provocants et me retirer. Je n'ai rien su de plus sur cette idylle. Une seule fois, près de notre campement, nous avons aperçu le couple ensemble. S'ils sont parvenus à s'entendre, les naissances devraient avoir lieu dans 3 mois, au printemps prochain. Sur ces pentes des Andes, le printemps éclate d'un seul coup. Avec le retour des oiseaux migrateurs, flamants roses et canards sauvages qui célèbrent à leur façon la fête du renouveau. Les semaines ont passé. Le soleil de l'été a laissé la place au premier brouillard de l'automne.
semble avoir définitivement abandonné sa grotte. Hugues a encore un espoir de la retrouver. Sur les hauts plateaux, rôdant autour des troupeaux de guanacos qui se regroupent là à l'automne, en prévision de leur prochaine migration. Elle a réapparu comme ça, tout d'un coup. Mais elle semblait avoir changé d'attitude à mon égard, plus distante, réticente même. Si elle a eu des petits, ils ont dû naître en avril. Et Penny doit les laisser déjà s'aventurer hors de leur tanière. Je vais essayer de la suivre pour qu'elle me conduise à eux. Après une assez longue ascension, j'ai fini par atteindre l'autre versant. Une nouvelle vallée creusée elle aussi d'un petit lac glaciaire. Je l'ai bientôt aperçue. Elle ne cherchait pas vraiment à se dissimuler. Entre ses pattes, un rejeton. Et à quelques pas, 2 autres. 3 petits, c'est une portée normale. Ils doivent avoir 4 mois. Mon plaisir d'avoir surpris la petite famille n'a pas duré longtemps. En cherchant une meilleure place pour ma caméra, j'ai attiré l'attention de Penny. Ses yeux en me regardant exprimaient une terreur absolue. Elle tremblait de peur. Elle s'est levée, abandonnant ses petits. Choisissait-elle de sauver sa propre vie ou engageait-elle une manœuvre de diversion pour détourner d'eux mon attention? Le soir venu, j'ai décidé de m'éloigner suffisamment des petits pour rassurer Penny. Et apparemment, elle a fini par reprendre confiance et revenir sur ses pas pour s'occuper de sa progéniture. Je dispose heureusement d'un objectif spécial qui me permet de filmer de nuit. Penny ne peut pas s'attarder auprès d'eux longtemps. À 4 mois, les petits sont déjà sevrés et leur mère doit les abandonner souvent pour aller chasser. Maintenant qu'elle est rassurée, elle s'éloigne sans réticence. Hugues va de nouveau perdre la trace de Penny pendant plusieurs jours. Et puis un soir, il aperçoit sa silhouette de loin. Elle n'est plus accompagnée que de 2 petits. Notre traque s'est poursuivie de colline en colline. Une semaine de marche harassante. Quand un jour nous sommes tombés sur une carcasse. Une ancienne proie de Penny sans doute. Non loin, il y avait un corps desséché. Celui du 3e petit.
Son crâne était écrasé sur l'une des faces. L'œuvre d'un autre puma, sans doute. Eux seuls ont des mâchoires assez vigoureuses. Peu de temps après, Hugues a eu une bonne nouvelle. Penny était de retour au bord du lac Sarmiento avec ses petits. Elle avait renoncé, semblait-il, à sa vie d'errance pour retrouver sa grotte. Après tout, les guanacos pèsent aussi dans ces parages, et Penny connaît chaque accident de terrain où se dissimuler. Apparemment, elle estime que ses rejetons sont assez grands maintenant pour la suivre dans sa chasse. Le jeune puma s'est montré trop tôt. Avec les guanacos, ça ne pardonne pas. Une fois qu'on a été découvert, Penny le sait, inutile d'insister. Il faut aller chasser ailleurs. Et les bébés pumas devront oublier leur faim. Quand on a une famille à élever, il faut se résoudre à chasser quel que soit le temps. Dans la neige profonde, les chances de rattraper un lièvre sont faibles. De toute façon, 3 bouches à nourrir réclament des proies plus conséquentes. Penny doit se résoudre à quitter son territoire, partir vers l'ouest, retrouver les guanacos. En une seule journée, les 3 pumas ont franchi 10 km, dans le mauvais temps et la neige profonde. Plus le temps est rigoureux, plus les troupeaux de guanacos sont vastes. Sans doute parce que, quand les pousses sont difficiles à atteindre et longues à brouter, il est nécessaire de multiplier les guetteurs capables de donner l'alarme. Le pelage brun de Penny est un handicap dans la neige. Quel art pour se glisser malgré cela tout près des guanacos sans être aperçu. L'alerte a été donnée. Le troupeau est sur ses gardes, tout espoir de surprise perdu. Mais il y a plus grave. À la recherche de proie, Penny a pénétré sur le territoire d'un autre puma qui l'observe du haut de la colline. Une femelle également, et accompagnée de 3 rejetons déjà grands. L'occasion pour moi est trop belle de filmer une autre famille de pumas. Les petits ont détalé immédiatement, mais la mère a l'air moins farouche.
Le fait de vivre au cœur de la réserve a dû atténuer sa peur des hommes. En tout cas, elle se laisse filmer aussi volontiers qu'une actrice de cinéma. Elle n'a pas l'air commode, et elle est beaucoup plus puissante que Penny, presque aussi grande qu'un mâle. Elle doit peser plus de 70 kilos. En tout cas, Penny n'est pas rassurée. Elle sait que pénétrer sur le territoire d'un autre est une grave transgression que le propriétaire des lieux ne peut tolérer. Si celle-ci s'éloigne, ce ne sera que pour mieux revenir. Les petits de Penny ont continué à jouer, totalement inconscients de la gravité de la situation. Elle a hésité longuement à s'éloigner, s'était abandonné le troupeau de guanacos. Mais il lui a bien fallu s'y résoudre. La sécurité de ses rejetons était à ce prix. Une fois de plus, les petits resteront avec leur faim. Heureusement, le printemps n'est plus très loin. La fonte des glaces annonce le retour des guanacos sur les bords du lac Sarmiento. Je n'ai pas réaperçu Penny depuis la fin de l'hiver. Mais en fouillant les fourrés, je viens de découvrir le cadavre d'un guanaco fraîchement tué, soigneusement dissimulé sous un buisson. Ces petits et elle seront bientôt là. Je n'ai qu'à me poster non loin avec ma caméra et attendre que tombe le jour. Soudain, sans que je les ai entendus approcher, ils sont là, à quelques pas de moi, se déplaçant silencieusement dans les hautes herbes, aussi irréels et inquiétants que des fantômes. Je ne peux m'empêcher de frissonner en voyant Penny regarder dans ma direction. Fausse alerte. Son attention se détourne vers la carcasse du guanaco. Ces rejetons ont maintenant 1 an. Ils ont besoin d'une grande quantité de viande et Penny doit chasser des bêtes adultes. Celle-ci doit mesurer près de 2 mètres et peser 150 kilos, plus de 2 fois sa taille. Quelle force il lui faut, pas seulement pour tuer de telles proies, mais pour les traîner ensuite en lieu sûr. Aussitôt repus, les petits ont repris leur jeu. Penny, pour sa part, va soigneusement dissimuler à nouveau la carcasse. Il reste largement 3 ou 4 repas pour la petite famille. Les 2 jeunes pumas ne seront pas autonomes avant l'âge de 18 mois. Pour Penny, cela veut dire encore 7 longs et pénibles mois à les prendre totalement en charge. Et quand ils l'auront quittée, elle aura d'autres petits. 3 ou 4 portées,
pendant les 7 ou 8 ans qu'il lui restera à vivre si la famine et les braconniers l'épargnent. Soudain, les jeux s'interrompent, sur de petits cris de la mère. Le jour va se lever, il est temps de repartir chasser. Et pour les 2 jeunes pumas de poursuivre leur apprentissage. Bientôt, ce domaine sera aussi le leur. Cette histoire ne s'arrête pas là. J'ai quitté depuis des mois cette terre lointaine, mais j'ai reçu récemment des nouvelles de Penny et de ses 2 rejetons. Ils sont toujours en vie. Jamais je n'oublierai son regard chargé à la fois de mystère et d'interrogation, ni le merveilleux cadeau que m'a fait cet animal en acceptant de partager avec moi une partie de sa vie, et, preuve ultime de sa confiance, de s'endormir parfois paisiblement à mes côtés.